Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle séance du séminaire Innover en management du CERF de l'innovation. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir Adrien Jean-Guy Passant, qui est un de mes collègues de l'ISTEC, et qui a fait un énorme travail sur des musées dont on connaissait peu l'existence, qui sont des musées du commerce. Je vais te laisser te présenter plus précisément si tu le souhaites, et puis évidemment nous raconter tout ça. On a jusqu'à 11h30, on va t'écouter pour à peu près 45 minutes, c'est ça? Mais si ça dépasse un peu, c'est pas grave, on a le temps. Une quarantaine de minutes. On a le plaisir d'avoir les étudiants du Master 1 Management de l'innovation, comme il y a un cours d'histoire du management. J'ai coché la case séminaire du cercle comme obligatoire dans leur emploi du temps. Et puis on a quelques participants aussi extérieurs, bienvenue à tous. Adrien, Jean-Guy, c'est à toi. Merci Albert. Comme le professeur David vous l'a dit, je suis Adrien Jean-Guy Passant, je suis professeur à l'ISTEC Business School et je suis chercheur permanent à l'Université Paris. Je travaille actuellement depuis plusieurs années sur l'histoire des musées commerciaux, qui sont des musées qui sont apparus dans les écoles de commerce en Europe et au-delà, au XIXe siècle jusqu'au XXe siècle. L'histoire de ces musées, elle constitue une composante connue de l'histoire de l'enseignement de la gestion. La première fois que j'ai entendu parler de leur existence, c'était en 2014, pendant ma thèse de doctorat. J'ai fait une thèse de doctorat en gestion consacrée à l'histoire de la doyenne des écoles de commerce. Est-ce que vous savez de quelle école il s'agit? La plus vieille école de commerce du monde? Exactement, c'est l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris, qui a fêté ses 200 ans en 2019. En dépouillant les archives de cette institution, j'ai découvert que l'école avait inauguré une collection de marchandises en 1822, des marchandises contemporaines, mais aussi des marchandises anciennes, pour apprendre aux étudiants le commerce. Et cette collection de marchandises était appelée musée commercial. Quelques années plus tard, à la fin de ma thèse, en 2020, deux chercheurs japonais qui s'appellent Koizumi et Tezuka ont publié un article sur l'histoire de l'école supérieure de commerce de Tokyo, une école également créée au XIXe siècle et qui disposait aussi d'un musée commercial. D'après les archives japonaises, le musée commercial de l'école de Tokyo a été créé en se référant explicitement aux musées similaires qui existaient dans les écoles de commerce en Europe au XIXe siècle. À partir de là, je me suis dit, si plusieurs écoles ont créé à la même époque, sur des continents différents, des musées commerciaux, ce n'était peut-être pas une coïncidence. C'était peut-être le signe qu'il s'agissait d'un dispositif pédagogique qui était jugé indispensable à l'époque, et j'ai cherché à en savoir plus. Au cours de mes investigations, j'ai découvert en fait qu'une cinquantaine d'écoles de commerce en Europe et au-delà ont disposé d'un musée commercial à un moment donné ou à un autre de leur histoire. Et j'ai voulu comprendre quelles pouvaient être les similitudes et les différences que ces musées partageaient ou pas à travers le monde. De ce fait, je me suis posé trois questions qui vont rythmer ma présentation de ce matin. Pourquoi les écoles de commerce ont-elles créé ce genre de musée? Comment fonctionnaient-ils? Et pourquoi ont-ils disparu? Pour répondre à ces questions, j'ai exploré pendant un peu plus de 5 ans les archives d'une douzaine d'écoles de commerce. J'ai d'abord commencé très localement, à Paris, puis en France. Puis je me suis intéressé à la Belgique, à l'Espagne, à l'Italie. Et finalement, après le Covid, je me suis intéressé au Canada et au Japon. Mes premiers éléments de réponse ont été publiés il y a quelques mois. Au mois de mai dernier, mai 2025, j'ai publié un article dans la revue Business History, un article en anglais sur l'histoire internationale de ces musées. Quelques mois auparavant, en décembre 2024, j'ai publié un article en français dans la revue Entreprise et Histoire sur l'histoire française de ces musées. L'article est paru dans le numéro spécial qui concerne les liens entre le management et les musées. Alors, la première école de commerce qui s'est dotée d'un musée commercial, c'est une école française située à Paris. Il s'agissait de l'Académie de commerce de Paris qui a ouvert ses portes en 1815. Son fondateur s'appelait Germain Legray
Et lorsqu'il a inauguré l'école et son musée commercial, il a adressé une lettre au ministre du Commerce pour le renseigner sur l'objectif de ce musée. Je cite, « L'objectif de ce musée est de présenter par échantillon, à l'œil et au toucher, toutes les marchandises et matières premières qui entrent dans le commerce. » Malheureusement, en 1818, l'Académie de commerce de Paris ferme ses portes. Mais quelques mois plus tard, Germain Legret rouvre une nouvelle école, en 1819, et cette école deviendra plus tard l'École supérieure de commerce de Paris. À cette occasion, il transfère toutes les collections du premier musée dans la nouvelle école, et il attend que l'école soit installée dans l'hôtel de Sully dans le Marais, en 1822, pour inaugurer à nouveau le musée commercial de la capitale. Le musée de l'ESCP va avoir un destin extraordinaire puisqu'il va fonctionner pendant plus d'1 siècle. Ce musée va fonctionner pendant 134 ans et il va inspirer de nombreuses initiatives similaires en France et à l'étranger, grâce notamment à la circulation des diplômés de l'école et des professeurs. Ici, à l'écran, vous avez le portrait de Jean-Joseph Garnet, qui est un diplômé de l'ESCP, également professeur d'économie politique à l'ESCP. En 1850, il a fondé la première école de commerce du royaume de Piémont-Sardaigne, à Nice. Et il y a ouvert un musée commercial qui était similaire à celui qu'il avait connu dans sa jeunesse. Quand la ville de Nice est devenue française en 1860, Jean-Joseph Garnier a délocalisé son école à Turin en y transportant son musée commercial. De même, quelques années plus tard, un autre diplômé de l'ESCP a créé la première école de commerce de Varsovie et il y a installé un musée commercial semblable à celui qu'il avait connu quand il était étudiant à l'ESCP. De même, en Belgique, la première école, la plus grande école de commerce du pays, c'est l'Institut supérieur du commerce d'Anvers. Elle a ouvert ses portes en 1852 et cette école s'est dotée d'un musée commercial en 1856 parce que son directeur est venu à Paris en 1855 à l'occasion de l'exposition universelle organisée dans notre capitale et il en a profité pour visiter l'ESCP et son musée. Il a été tellement émerveillé de ce qu'il a vu à l'école parisienne qu'il a décidé de reproduire le même musée à Anvers. Et le musée d'Anvers, à son tour, va inspirer d'autres initiatives similaires à l'étranger. En 1885, Julianus van Stapelen, qui est un diplômé de l'école dont vous avez ici le portrait en haut à gauche, est recruté au Japon pour devenir professeur à l'École supérieure de commerce de Tokyo. Et son contrat prévoit qu'il doit y ouvrir un musée commercial similaire à ceux qui existent à la même époque en Europe. 25 ans plus tard, un autre diplômé de l'école d'Anvers, Auguste Debray, est recruté au Canada pour devenir le premier directeur de l'école HEC Montréal. Et sa lettre d'engagement prévoit qu'il doit y ouvrir un musée de marchandises similaire à ceux qui existent en Belgique et en France, ce qui sera fait en 1916. On voit donc que c'est grâce à la circulation des diplômés des écoles de commerce que les musées commerciaux se sont répandus en quelques décennies dans plusieurs pays à travers le monde. Alors, quelle était la fonction de ces musées ? Ces musées remplissaient 3 fonctions. La première mission était technique. On attendait des musées commerciaux qu'ils illustrent les cours de marchandises et plus précisément qu'ils servent de support pour des leçons de choses en matière commerciale. Concrètement, ces musées exposaient des échantillons de matière brute et ils exposaient aux étudiants les différentes étapes par lesquelles ces matières brutes doivent passer pour devenir des produits manufacturés. Ici, à l'écran, vous avez une photographie d'une commode vitrée qui a été exposée dans les années 1890 à l'ESCP et elle porte sur les produits lainiers. Au sommet de cette commode se trouvaient des photographies en noir et blanc des différentes races de moutons et à l'intérieur du meuble se trouvaient des échantillons de laine qui venaient de ces mêmes moutons. En bas du meuble, on trouvait des échantillons de laine brute, non traitée. Sur l'étagère du milieu, on trouvait des échantillons de laine traitée, donc peignée ou cardée, tandis que sur l'étagère du haut, on trouvait des échantillons de pelotes de laine qui étaient vendus dans les merceries. Grâce à ce meuble, en un seul coup d'œil, les étudiants de l'école pouvaient voir comment étaient
produite la laine qui était vendue dans les merceries. Les musées commerciaux étaient aussi là pour apprendre aux étudiants les conditions d'importation et d'exportation des marchandises. Pour ce faire, toutes sortes d'informations logistiques figuraient sur les étiquettes qui étaient attachées aux produits, notamment leur pays de création, leur poids, leur dimension, leur prix moyen de vente et parfois aussi le nom de leur donateur. Toutefois, toujours dans le cadre de leur mission technique, les musées commerciaux ne se contentaient pas d'inciter les étudiants à observer les marchandises. Ils étaient aussi invités à les manipuler. C'est pourquoi les musées étaient considérés comme des laboratoires d'application pour les cours de marchandises, de physique, de chimie et de technologie. L'objectif de ces cours en école de commerce était d'apprendre aux étudiants comment déterminer la composition d'une marchandise, comment en identifier les éléments susceptibles d'en augmenter ou d'en diminuer la valeur. Par exemple, à l'ESCP, pour apprendre aux étudiants comment différencier le cuir de buffle, le cuir de bœuf, le cuir de vache et le cuir de porc, on incitait les étudiants à palper et à humer des échantillons de cuir qui étaient exposés dans le musée commercial. De même, à l'école de commerce d'Anvers, que vous avez ici à l'écran, on apprenait aux étudiants à différencier le poivre blanc de Cochinchine et le poivre blanc de Singapour. Et pour ce faire, on les invitait à manipuler, à humer et à mastiquer des grains de poivre qui étaient exposés dans le musée. C'est pour ça, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce musée mettait à disposition des élèves des mortiers et des pilons qui étaient disposés en face de bocaux en verre. Ici, il y en a bien une 60aine à l'écran. Et ces bocaux en verre contenaient des extraits de poivre, d'épices et d'herbes. Alors, les musées commerciaux ne se réduisaient pas seulement à des collections de marchandises contemporaines. On trouvait aussi des marchandises anciennes et, de manière plus générale, ces musées avaient pour objectif d'exposer des marchandises de manière généalogique. Ça veut dire qu'en plus de leur mission technique, ces musées avaient une mission historique. Ils devaient démontrer aux élèves que certaines des questions qu'ils se posaient dans le cadre de leur formation, par exemple, comment identifier les falsifications de marchandises, comment sécuriser le transport des marchandises, comment accélérer la rapidité des transactions. Toutes ces questions s'étaient déjà posées à leurs prédécesseurs, et leurs prédécesseurs y avaient trouvé des éléments de réponse qui pouvaient les inspirer ou pas en fonction des contraintes de la situation présente. Ce qui veut dire que la visite des musées commerciaux, à l'époque, elle était jugée complémentaire pour illustrer les cours d'histoire du commerce qui existaient dans toutes les écoles d'Europe au XIXe siècle et au XXe siècle. Ici, à l'écran, vous avez une armoire qui était exposée au musée d'HEC Montréal. Cette armoire, elle porte sur les chapeaux de feutre, comme c'est écrit en haut. Elle exposait cette marchandise de manière historique en racontant l'histoire de cette marchandise du XVIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'en 1920. Cette vitrine, concrètement, rappelait aux étudiants qu'initialement, les chapeaux en feutre étaient produits manuellement par les chapeliers. Or, les chapeliers manipulaient du nitrate de mercure pour traiter les peaux d'animaux. Et le nitrate de mercure est particulièrement toxique pour la santé, ce qui pouvait générer des troubles nerveux, voire des hallucinations chez les chapeliers. D'où le syndrome du chapelier fou ou du chapelier toqué, auquel il est fait référence dans Alice au Pays des Merveilles. Toutes ces informations figuraient sur la partie gauche de l'armoire. La partie droite, elle, parlait plutôt de l'époque contemporaine. Elle rappelait que grâce au progrès de la science, la production de chapeaux était devenue sûre pour la santé à partir de la mécanisation de cette industrie dans les années 1850-1860. Toutefois, cette armoire ne se contentait pas seulement de raconter l'histoire de la marchandise, elle mettait aussi en perspective les difficultés que les marchands de chapeaux ont pu rencontrer au cours de l'histoire pour la vendre. La partie gauche de l'armoire rappelait qu'au XVIIIe siècle, les marchands canadiens de chapeaux de feutre se sont retrouvés face à une pénurie de matières premières. Il n'y avait plus assez de peau de castor.
Ici, on voit des pots de castor en haut à gauche de l'armoire. De ce fait, ils ont dû importer des peaux de lapin d'Europe pour continuer à produire leurs marchandises. Cette situation de pénurie faisait exactement écho aux difficultés que rencontraient les marchands en 1920, puisque eux, ils étaient confrontés à la raréfaction des poils d'animaux. Et, de ce fait, l'armoire les invitait à utiliser des matières synthétiques pour créer de nouveaux chapeaux. Le parallèle entre les deux difficultés, entre les difficultés d'approvisionnement du XVIIIe siècle et celles de 1920, était clairement fait dans cette armoire vitrée. On voit donc que l'objectif du musée n'était pas uniquement de raconter l'histoire des marchandises, il était aussi de faire réfléchir les étudiants en commerce sur les difficultés que rencontre fatalement chaque génération de commerçants et les solutions qu'ils peuvent y trouver. Troisième et dernière mission des musées commerciaux, surtout au XIXe siècle, ces musées avaient une dimension symbolique. Ils étaient conçus pour donner aux étudiants des écoles de commerce un certain sens de la dignité attachée à leur future profession. Il faut dire que lorsque les musées commerciaux ont été créés au XIXe siècle, les formations commerciales n'avaient absolument aucun prestige. Les écoles de commerce d'Europe, du Japon et du Canada n'avaient pas le statut d'établissement d'enseignement supérieur, même si elles étaient nombreuses à y prétendre. De ce fait, les écoles de commerce ont cherché à se rapprocher des établissements d'enseignement supérieur et elles ont cherché à imiter les écoles d'ingénieurs. Au XIXe siècle, de nombreuses écoles d'ingénieurs disposaient de musées internes, des musées scolaires qui étaient réservés à leurs étudiants ingénieurs avec des maquettes de machines qu'ils pouvaient voir et manipuler. D'autres établissements d'enseignement supérieur, comme les écoles de médecine ou les écoles de beaux-arts, au XIXe siècle, disposaient aussi de musées internes. En ouvrant donc des musées, les écoles de commerce ont cherché symboliquement à se rapprocher de ces établissements d'enseignement supérieur. Elles ont cherché à envelopper leur enseignement d'un gage de scientificité qui était à l'époque très valorisé. C'est l'exemple qu'on a ici sur cette photographie qui nous montre l'intérieur du musée commercial de l'École supérieure de commerce de Venise. Cette école a ouvert ses portes en 1868 et 2 ans plus tard, elle s'est dotée d'un musée commercial. À la très grande surprise des contemporains, ce musée a été aménagé avec un style qui n'était pas du tout contemporain. Ce musée a été aménagé avec le style gothique flamboyant du XIVe siècle, alors qu'aucun musée commercial n'existait à l'époque. En dépouillant les archives italiennes, j'ai pu accéder à la raison qui a motivé l'utilisation de cette décoration un peu anachronique. Le directeur de l'école a écrit « J'ai choisi le style gothique justement pour donner de l'ancienneté, de la noblesse et de la patine à la science du commerce à une époque où elle est tellement dénuée de tout prestige. » Sur cette autre photo, on voit l'intérieur du musée commercial de l'école de commerce de Nantes. Vous voyez aussi que le style de décoration n'est pas celui des années 1900, époque à laquelle a ouvert ce musée. Le musée a été décoré ici avec le style rocaille, le style Louis XV, qui était en vogue au milieu du XVIIIe siècle. Donc c'était déjà un style un peu ancien dans les années 1900. Pour satisfaire leur triple fonction qui était technique, historique et symbolique, les musées se sont dotés d'un mobilier spécifique avec des armoires vitrées et des commodes vitrées. À l'intérieur, on trouvait des étagères qui étaient soit en verre, soit en miroir pour réfléchir l'arrière des objets qui étaient exposés. À vrai dire, la mise en vitrine était la modalité d'exposition la plus couramment répandue dans tous les musées commerciaux, mais certains musées, comme à Nantes, exposaient aussi les artefacts sur les murs. On appelait ça exposer en panoplie. Le musée de l'école de commerce de Nantes, par exemple, possédait une collection de 84 éventails. Ici, on en aperçoit quelques-uns sur le volet gauche de la photographie. Et ces éventails étaient regroupés en grandes familles sur le mur. Il y avait les éventails pliants, les éventails fixes, les éventails brodés, les éventails peints, les éventails gravés, les éventails en soie, en bambou, en jonc, les éventails de mariage, les éventails de naissance, etc.
La panoplie, c'est une modalité d'exposition qui est empruntée aux sciences naturelles, qui considère les artefacts isolément, tout en les inscrivant dans des lignées d'objets de la même famille. Alors, deuxième grande question, comment fonctionnaient les musées commerciaux ? La plupart des musées commerciaux n'avaient pas de personnel en propre. C'était généralement le professeur de marchandises qui les administrait en plus de ses heures de cours. Parfois, il était aidé dans sa tâche par le bibliothécaire de l'école, mais ça n'était pas automatique. Les collections des musées, quant à elles, étaient constituées de 3 façons. La première façon, et de loin la plus importante, c'était les dons versés par les anciens élèves, les parents d'élèves ou les employés de l'école. Ces personnes revenaient parfois de leur voyage à l'étranger avec des marchandises qu'elles offraient spontanément au musée de l'école pour lui permettre d'actualiser son enseignement. Parfois, il y avait aussi des entreprises donatrices qui versaient gracieusement certaines de leurs marchandises au musée et s'étaient intéressées, puisque, après tout, les élèves de ces écoles de commerce étaient peut-être appelés un jour à devenir des vendeurs ou des acheteurs de ces marchandises. C'est ainsi qu'en 1924, plusieurs industriels belges installés au Congo ont décidé d'envoyer des marchandises congolaises au musée d'HEC Montréal. Ils ont envoyé une quinzaine de caisses de marchandises. Ils ont pris à leur charge les frais d'emballage et de transport. Ils n'avaient qu'une seule exigence qui était précisée dans la lettre envoyée au directeur de l'école. Ils voulaient que leurs coordonnées soient clairement affichées à côté des produits dans les vitrines, pour inciter les élèves d'HEC Montréal à développer les liens commerciaux entre le Canada et le Congo belge. Ici, dans cette vitrine, on remarque certaines des principales productions coloniales du Congo, l'ivoire d'éléphant, les fèves de cacao et de chocolat sous cloche en verre, et derrière aussi, on remarque des échantillons de coton. La deuxième option pour constituer les collections des musées, c'était les acquisitions de marchandises. Généralement, les écoles de commerce avaient un budget très modeste pour leur musée. Elles leur accordaient entre 1% et 3% de leur budget annuel. C'était assez faible. C'est pourquoi les musées s'approvisionnaient généralement auprès d'entreprises en liquidation, ou bien auprès d'exposants qui participaient à des expositions nationales ou internationales et qui, à la fin de ces événements, cherchaient à se défaire de leur collection. C'est de cette façon qu'en 1855, le directeur de l'ESCP a pu renouveler la moitié des collections du musée de l'école en les achetant pour quelques francs symboliques auprès des exposants qui participaient à l'exposition universelle de Paris. Enfin, la troisième modalité qui permettait aux musées de constituer leur collection, c'était les échanges gratuits et réguliers avec d'autres musées du même type. Généralement, ces échanges avaient lieu entre les musées des écoles de commerce de métropole et les musées équivalents qu'on trouvait dans les colonies. Dans l'Empire espagnol, par exemple, les écoles de commerce de Madrid, Barcelone, Saragosse échangeaient régulièrement des marchandises avec les musées des écoles de commerce espagnoles installés dans les colonies de Cuba ou des Philippines. À l'écran, vous avez une photographie que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. C'est la photographie qui nous montre l'intérieur du musée commercial de l'école de commerce de Manille. C'est une école que les Espagnols ont ouverte dans leur colonie des Philippines en 1840. Et cette école échangeait fréquemment des produits avec les autres écoles de commerce de l'Empire espagnol. De même, en France, les écoles de commerce de Paris échangeaient régulièrement des produits avec les écoles de commerce d'Alger, d'Hanoï et de Saigon. Alors pour les musées installés dans des pays qui n'avaient pas de colonies, comme le Canada, il y avait aussi des échanges qui avaient lieu gratuitement entre des musées, mais c'était des échanges qui avaient lieu en priorité avec les écoles installées dans la même aire linguistique. Le musée d'HEC Montréal a fonctionné pendant 40 ans, entre 1916 et 1956, et 90% des échanges qui ont eu lieu avec des musées ont eu lieu avec des musées francophones, des écoles de commerce de France, de Suisse, de Belgique et aussi des colonies de ces pays, puisque le musée d'HEC Montréal exposait des produits coloniaux du Congo, comme on l'a vu, mais aussi de l'Indochine. Alors, pour organiser leurs marchandises,
les responsables des musées ont d'abord adopté une grille de classification qui était empruntée aux sciences de la nature, et plus particulièrement à la botanique et à la minéralogie. Ça veut dire qu'au XIXe siècle, les musées commerciaux étaient divisés en deux principales sections. La section des produits naturels, avec des échantillons minéraux, des échantillons végétaux, des échantillons animaux. Et la deuxième section portait sur les produits manufacturés, qui étaient divisés en une douzaine de sous-sections, allant des produits les plus simples, comme les céramiques ou les pots, jusqu'aux produits les plus élaborés, comme les lacs, les gramophones ou même les armes à feu. Ça peut nous paraître étrange, mais au XIXe siècle, les responsables des musées ne voyaient aucun mal à exposer des armes à feu devant leurs jeunes élèves. Ce système de classification, il va perdurer jusque dans les années 1870-1880. Lorsque le commerce international et la concurrence coloniale se sont renforcés, les musées ont opté pour une autre grille de classification, de nature davantage économique et moins botanique. À partir des années 1880, les musées se sont réorganisés généralement en trois divisions. La division des produits d'exportation, la division des produits d'importation et la division des produits d'emballage. D'autres musées ont opté pour un système de classification encore plus simple, avec une division des produits étrangers et une division des produits nationaux, généralement subdivisée en une division pour les produits métropolitains et plusieurs sous-divisions pour les produits coloniaux. Une autre évolution a marqué l'histoire des musées commerciaux. Cette évolution porte non pas sur la classification de leur collection, mais sur la nature de leur collection. Au XIXe siècle, les musées commerciaux exposaient uniquement des échantillons et des produits manufacturés. C'est pourquoi on les appelait musées commerciaux, mais aussi musées de marchandises, musées d'échantillons ou musées de produits. Au début du XXe siècle, les musées vont commencer à diversifier leurs collections pour y afficher des artefacts davantage représentatifs des pratiques professionnelles. Les musées vont commencer à exposer des artefacts gestionnaires, ils vont exposer des bilans de sociétés par action, ils vont exposer des prospectus commerciaux d'entreprises, ils vont exposer des photographies témoignant des pratiques commerciales en vigueur dans certains secteurs d'activité. Et c'est ce qu'on a ici à l'écran. À l'écran, on a une photographie qui était exposée au début du XXe siècle au musée d'HEC Montréal. Et cette photographie montrait aux étudiants comment était récolté le café au Costa Rica vers 1910. C'est une photo sur laquelle on voit deux femmes avec 3 enfants récolter de manière manuelle les fèves de café. Et sur cette autre photographie, qui était également exposée au musée d'HEC Montréal, les étudiants pouvaient comprendre les différentes étapes du travail à la chaîne dans une fabrique de cigares du Québec, depuis le roulage des cigares jusqu'à leur conditionnement. Au début du XXe siècle, HEC Montréal possédait plusieurs milliers de clichés de ce type. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques dizaines. Dans le même état d'esprit, pour rappeler aux étudiants le contexte social dans lequel s'inscrivaient les marchandises, c'est-à-dire le contexte dans lequel les marchandises étaient produites, vendues, puis consommées, les musées commerciaux, au début du XXe siècle, ont commencé à reconstituer des scènes d'activités professionnelles avec des mannequins grandeur nature. Et c'est comme ça que sont apparues des installations qui, finalement, n'avaient pas grand-chose à envier aux installations similaires qui avaient parfois lieu dans les grands magasins. Ici, à l'écran, vous avez un exemple qui vient d'Espagne. L'école de commerce de Saragosse s'est dotée d'un musée commercial qui a créé une section d'économie rurale dans les années 1920. Et pour faire comprendre aux étudiants que les fermes pouvaient aussi être des lieux de production, le musée a reconstitué l'intérieur d'une ferme pour montrer aux étudiants les activités économiques domestiques qui pouvaient s'y dérouler, comme la fabrication de dentelles, ou les activités économiques pastorales, comme la fabrication du lait ou du fromage. Et pour renforcer
l'illusion de réalité, le musée a poussé le soin du détail jusqu'à commander des jambons en plâtre et à les suspendre au plafond. Le musée a aussi passé commande de peluches d'animaux en taille réelle, comme la peluche de ce chat au poil hérissé qui s'apprête à bondir sur sa proie. Le musée de l'école de commerce de Saragosse a aussi passé commande de mannequins auprès d'un menuisier pour avoir des mannequins avec un visage non pas anonymisé comme celui qu'on voyait parfois dans les grands magasins, mais pour avoir des mannequins ayant des traits individualisés réels. Ici à l'écran, je vous affiche le mannequin en bois du fils aîné de la ferme, et ce mannequin a été modelé d'après un modèle vivant, d'après un vrai fermier qui s'appelait José Bisata. Et son nom figurait sur le cartel qui présentait cette scène de ferme au musée de Saragosse. Tous ces dispositifs visaient à renforcer le sentiment d'être devant des scènes réelles. Autre exemple, cette fois de l'autre côté de l'Atlantique, le musée d'HEC Montréal s'est doté dans les années 1920 d'une nouvelle section de produits textiles. Pour donner aux étudiants le sentiment d'être devant de véritables scènes, des mannequins grandeur nature de femmes, d'hommes et même d'enfants, on voit une petite fille ici, on en voit une autre ici, ont été commandés. Tous ces mannequins avaient des visages peints et des membres articulés pour accentuer le sentiment d'être devant une véritable scène. Ils étaient disposés dans des petites scénettes qui étaient intitulées sur le chemin de l'école, sur le chemin de la modiste, en route pour une soirée de gala, etc. Malheureusement, tous les musées commerciaux des écoles de commerce ont fermé leurs portes parce que leur pertinence pédagogique s'est émoussée avec le temps, en particulier à partir de l'entre-deux-guerres. À cette époque, l'élévation de la plupart des écoles de commerce au rang d'établissements d'enseignement supérieur, notamment en Allemagne, en Italie et au Japon, a conduit à d'importantes réformes pédagogiques. Concrètement, les cours de marchandises, les cours de technologie, les cours de physique, les cours de chimie et les cours d'histoire du commerce, qui étaient les cours pour lesquels ces musées avaient été créés, ont été remplacés par de nouveaux cours en économie, en statistique, en publicité, en psychosociologie, en marketing. Ce qui fait que la plupart des musées se sont retrouvés sans objet au début des années 1930. Dans d'autres pays comme la France, la Belgique ou l'Espagne, les écoles de commerce sont devenues des établissements d'enseignement supérieur à la fin des années 1940 et dans les années 1950. Ça a permis de prolonger d'une vingtaine d'années la durée de vie de leur musée. Il faut dire que jusqu'à cette époque, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la fonction commerciale avait été surtout envisagée de manière technique, centrée sur la connaissance des marchandises. Pour savoir vendre une marchandise, il fallait connaître sa composition. Or, après la Seconde Guerre mondiale, la fonction commerciale a été envisagée de manière moins technique et plus marketing, centrée non pas sur la connaissance des marchandises, mais centrée sur la connaissance du marché et de ses consommateurs. De ce fait, les écoles ont délaissé l'apprentissage des aspects matériels du commerce. On a jugé qu'il n'était pas utile que les élèves d'école de commerce connaissent les compositions des marchandises ou leurs conditions de falsification ou d'altération. Ça a été jugé désuet après la Seconde Guerre mondiale. Et de ce fait, tous les musées commerciaux ont fermé leurs portes entre le début des années 1930 et la fin des années 1950. Certains ont reversé leurs collections aux chambres de commerce locales, mais la plupart les ont détruites, parce qu'elles étaient jugées de faible valeur. De manière exceptionnelle, quelques pièces de musée sont parvenues jusqu'à nous, et aujourd'hui on peut les trouver dans certains musées d'histoire naturelle, comme à Nantes. En 1956, le musée de l'école de commerce de Nantes ferme ses portes. Et la direction a eu la bonne idée de reverser une partie de ses collections au musée d'histoire naturelle locale. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand vous allez à Nantes, ma photo date d'il y a une dizaine de jours, vous pouvez y retrouver la collection des fruits
tropicaux en plâtre qui autrefois étaient exposés au musée de l'école de commerce de cette ville. Les artefacts sont réalisés de manière assez minutieuse. On peut tous reconnaître ici quelques fruits. Ici, on reconnaît une orange, tout simplement. Ici, une fève de cacao. Ici, une figue. Là, une banane plantain. Ici, un kaki. Et là, un fruit tropical que je ne connaissais pas qui s'appelle le corosol. On peut aussi trouver d'autres vestiges des musées commerciaux dans les musées d'ethnologie, comme en Espagne. En 1957, le musée de l'école de commerce de Saragosse ferme ses portes et la direction a eu la bonne idée de reverser une partie de ses collections au musée d'ethnologie locale. Et c'est ce qui a permis de préserver un métier à filet en bois du début du XIXe siècle avec les mannequins qui l'accompagnaient et qui autrefois étaient costumés. De manière beaucoup plus exceptionnelle, certaines pièces de musée sont encore aujourd'hui dans les locaux des écoles. C'est le cas à l'EM Lyon. L'EM Lyon dispose d'un métier à tisser à bras, en bois, que l'école a acheté dans les années 1870. Parce qu'à l'époque, l'école de commerce de Lyon disposait d'une section d'enseignement de tissage. Et ce métier à tisser à bras était exposé dans le musée commercial de l'école pour rappeler aux étudiants comment était fabriqué le tissu avant la mécanisation. Et puis, comme je l'ai dit, l'objectif de ce musée n'était pas uniquement d'observer les marchandises, il fallait aussi les manipuler. Donc, à l'école de commerce de Lyon, jusque dans les années 1910-1920, les étudiants avaient l'habitude de faire fonctionner ce métier à bras. Quand je me suis rendu à HEC Montréal en 2024, j'ai eu la bonne surprise de découvrir dans le hall de la bibliothèque certaines pièces de l'ancien musée, notamment ce grand vase de Sèvres que le gouvernement français a offert à l'école en 1919. Et dans les allées de la bibliothèque, j'ai trouvé des vitrines, 5 ou 6, qui exposaient d'anciennes pièces du musée, notamment des bustes et des pièces de vaisselle qui autrefois étaient produites en Afrique et en Asie. Ce qui est significatif, c'est que ces objets sont aujourd'hui exposés, non pas en tant que marchandises, ni en tant qu'anciennes marchandises, ils sont exposés en tant qu'objets d'art. Ce qui montre aussi l'évolution du regard porté sur ces collections qui ont longtemps été déconsidérées. Il y a un autre cas exceptionnel qui est assez fascinant, c'est celui de l'ancienne école de commerce de Tokyo. Une bonne partie des collections de son musée sont encore sur place, à l'université Hitotsubashi, ce qui est vraiment surprenant quand on sait que le musée a fermé ses portes il y a plusieurs décennies. Le musée a fermé ses portes en 1933. Et pourtant, l'essentiel des collections de ce musée sont encore sur place. Mais elles ne sont pas exposées au grand public. J'ai eu beaucoup de chance. En 2021, je me suis rendu au Japon et j'ai eu l'opportunité de visiter cette collection. Et j'en ai fait un petit film. Je vais vous en montrer un extrait d'1 minute et demie peut-être, en accéléré. Sinon, ce sera trop long. Ici, nous sommes dans la cour d'honneur de l'université Hitotsubashi, dans la banlieue ouest de Tokyo, à environ 20 km du centre-ville, du quartier de Shibuya. C'est un campus en briques de style anglais qui date des années 1920. À l'origine, quand l'école de commerce de Tokyo a ouvert ses portes en 1884, elle était installée en centre-ville, dans le quartier commerçant, dans un bâtiment modeste qui hébergeait aussi des commerces alimentaires. En 1920, quand l'école de commerce de Tokyo est devenue une université impériale, elle a été installée dans ces locaux plus modernes et plus vastes. Là, on rentre dans la première salle de l'ancien musée commercial de Tokyo. Sur la partie droite, on aperçoit au loin un mannequin grandeur nature d'une petite fille. Ce mannequin était utilisé pour les expositions de produits textiles et aussi pour les mises en scène immersives que pratiquait le musée commercial de Tokyo, comme les autres musées en Europe et au Canada. Sur la partie droite, derrière la vitrine, on aperçoit des objets de la vie courante japonaise, des tables, des chaises, des casseroles, des valises, des tisonniers, des briquets, des allumettes, des couverts.
Et là, à présent, on rentre dans la deuxième des 17 salles de l'ancien musée commercial de Tokyo. On aperçoit au loin, sur ces étagères, une collection de radios, phonographes, microphones et amplificateurs. Ce sont des objets assez encombrants. Et en face de cette étagère, je ne l'ai pas filmé dans cette vidéo, on trouvait une collection de chambres photographiques à soufflet, comme on en voyait dans les années 1880, 1900. Et j'ai le souvenir d'avoir vu un appareil photographique de poche de la marque Kodak de 1915. Dans cette autre salle du musée, on aperçoit sur les étagères une collection de combinés téléphoniques. Ce sont des téléphones en bakélite, puisque les premiers modèles de téléphones en bakélite ont été produits à partir de 1928. Ce qui veut dire que jusque dans ces dernières années, le musée commercial de Tokyo s'est tenu à jour. Après plusieurs salles, j'ai fini par atterrir dans une salle avec un objet que je ne m'attendais pas à voir, une carcasse de voiture qui ressemble presque à une traction avant de Citroën de 1931, mais c'était une voiture de marque japonaise. Cette voiture était environnée de toutes sortes d'ustensiles en vitrine, des objets que je ne suis pas parvenu à identifier. À l'époque de ma visite, en 2021, ce lieu était vraiment fascinant, puisqu'il ressemblait à un capharnaüm, à mi-chemin entre le cabinet de curiosité et la caverne d'Ali Baba. Il faut dire qu'avant sa fermeture en 1933, le musée commercial de Tokyo exposait 10 000 produits sur une surface de 300 mètres carrés. À la même époque, en Europe, la plupart des musées exposaient entre 1000 objets pour les plus modestes, jusqu'à 5 ou 6 000 objets pour les plus étoffés dans les musées des écoles de commerce de Paris et de Vienne. Dans tous les cas, en Europe, la superficie d'exposition n'excédait jamais 150 mètres carrés. C'est pour vous dire que le musée de l'école de commerce de Tokyo était vraiment hors norme. Malheureusement, quelques mois après ma visite, au printemps 2021, toutes les marchandises que vous avez vues ont été mises en carton pour être déménagées dans une annexe de l'université Hitotsubashi. Ce qui fait que lorsque je suis retourné à Tokyo en mars 2025, il ne m'a pas été possible de refaire cette visite. Aujourd'hui, l'administration estime que ces produits sont trop fragiles pour être exposés, même pour être exposés à des chercheurs. Et malheureusement, l'université Hitotsubashi n'a pas les budgets suffisants pour les restaurer. Alors je croise les doigts avec mes collègues japonais pour que rien ne soit mis au rebut, parce qu'à ce jour, c'est la seule collection d'un musée commercial qui nous soit parvenue en si grande partie intacte. Pour conclure, ma recherche n'est pas encore achevée, loin de là, je compte la poursuivre dans 2 directions. Premièrement, je compte étudier les points communs et les différences qui ont pu exister entre les musées dont je vous ai parlé. Vous l'avez compris, c'était des musées scolaires qui étaient réservés aux étudiants d'école de commerce et à leurs employés. Mais à la même époque, il y avait une autre catégorie de musées commerciaux qui existait, c'était les musées commerciaux non académiques. Ces musées étaient ouverts au grand public et ils avaient pour mission d'aider les industriels à trouver des débouchés pour vendre leurs marchandises. Dans les années 1900, en France, il existait 22 musées commerciaux non académiques et il en existait plusieurs dizaines à l'étranger, dans les grandes villes comme Vienne, Amsterdam, Milan, Bruxelles et notamment à Philadelphie. À l'écran, vous avez la photographie du musée commercial non académique de Philadelphie, qui était le plus important du monde. Il a ouvert ses portes en 1897 et il a fonctionné pendant pratiquement un siècle. Il a fermé en 1994. Dans quelques mois, en 2026, une collègue qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sophie Kra, va publier un livre chez Flammarion sur l'histoire de ces musées commerciaux non académiques. La deuxième direction dans laquelle j'aimerais poursuivre mes recherches consisterait à étudier les liens qui peuvent exister entre ces musées commerciaux qui ont disparu et certaines initiatives contemporaines comme
le musée du management de Paris-Dauphine, qui a ouvert ses portes ici même en 2018, ou le musée du capitalisme, qui est un musée itinérant qui a été créé en 2017, ou encore la Cité de l'économie qui a ouvert ses portes à Paris en 2019. Ce sont 3 initiatives qui ont pour point commun de porter un regard historique sur la gestion, selon des modalités pédagogiques qui sont différentes. Par exemple, à la Cité de l'économie, les visiteurs sont incités à manipuler certains des objets qui sont exposés. Ça n'est pas du tout le cas à l'université Paris-Dauphine, mais à l'inverse, toute visite faite du musée à Paris-Dauphine se fait obligatoirement avec un guide, un enseignant-chercheur qui est passionné. Et ça fait toute la différence. Quand vous allez à la Cité de l'économie à Paris, vous n'avez pas un guide conférencier automatique et obligatoire qui est mis à votre disposition. J'ai eu l'occasion de visiter à 2 reprises en 2025 le musée de Paris-Dauphine. La première visite, c'était en février, c'est Sébastien Damar qui m'a fait la visite. Et la deuxième, c'était au mois d'avril, c'est Albert David qui m'a fait la visite. Et dans 3 semaines, ce sera à mon tour, pour la première fois, de faire les Cicérones pour mes étudiants de 2e année de licence pour le cours Histoire de la gestion et des entreprises. Bref. Quelles que soient les directions de mes futures recherches, j'ai la conviction qu'en réactivant la mémoire de ces musées oubliés, nous ne faisons pas que raconter l'histoire. Au contraire, nous ouvrons des laboratoires où notre enseignement peut se confronter à l'épreuve des objets. Nous ouvrons des laboratoires où l'histoire peut rendre visible et donc intelligible certains choix de gestion qui méritent réflexion. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Adrien Jean-Guy. Alors, on a plein de temps pour des questions, commentaires, témoignages, réactions. Oui. Merci beaucoup déjà pour la présentation, c'est très intéressant. Moi, j'avais juste une petite question sur... J'ai une petite question sur... vous avez mentionné le fait que il y avait des musées dans les écoles d'ingénieurs ou de médecine ou dans d'autres écoles. Est-ce que elles ont suivi une tendance similaire à ces musées d'écoles de commerce ou en fait ils sont voués à disparaître, ou alors eux ont plus eu tendance à pouvoir rester et poursuivre leur volonté d'éducation des étudiants? Merci pour cette question. De manière générale, après la Seconde Guerre mondiale, la pédagogie dans l'enseignement supérieur a évolué, et pas uniquement pour les écoles de commerce, ce qui fait que dans les écoles de médecine, les écoles d'ingénieurs et les écoles de beaux-arts, les musées ont eu tendance à devenir désuets. Mais dans les musées de beaux-arts et dans les musées de médecine, les collections avaient quelque chose de sensationnel, qu'il n'y avait pas dans les musées commerciaux. Dans les musées commerciaux, vous aviez des marchandises plus ou moins vieillottes, il n'y avait pas d'effet waouh. Alors que dans les musées de beaux-arts, vous avez des statues, vous avez des peintures. Dans les musées des écoles de médecine, vous avez des moulages dermatologiques qui sont saisissants. Ce qui fait que ces établissements d'enseignement supérieur ont eu tendance à conserver leur collection. Si aujourd'hui vous allez à l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement, il y a un musée des moulages dermatologiques qui date du début du 19e siècle et qui est vraiment saisissant, qui est vraiment assez effrayant. Et on comprend pourquoi les responsables du musée ne l'ont pas fermé et ont conservé leurs pièces, parce que ce sont vraiment des pièces uniques, ce qui n'était pas du tout le cas pour les musées de marchandises. Juste un petit ajout intéressant par rapport à ce que tu dis et la question. Il y a un article de 1907 dans la littérature en muséographie qui dit que pour attirer du monde, il faut qu'un musée possède, je cite, des spécimens impressionnants. Visiblement, la règle a été moins respectée par les musées commerciaux, en tout cas vu de l'extérieur ou vu d'aujourd'hui, parce qu'on sait par ailleurs qu'évidemment, comme tu le disais, ça dépend de la visite qu'on fait et de qui raconte quoi à propos des objets. Mais c'est une question intéressante sur le fait d'avoir des spécimens qui attirent du monde, en fait. D'autres questions? Oui. Comment c'est pas ça en rouge? Moi, j'avais une question par rapport... aujourd'hui, il y a beaucoup de partenariats entre les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs.
par exemple HEC, Polytechnique ou d'autres cursus. Et c'était par rapport à ce que vous disiez sur les compétences techniques. Enfin, là, ce qui était valorisé dans le musée, c'était de connaître la technique de l'objet pour pouvoir mieux le vendre, ce qui après a disparu après la Seconde Guerre mondiale. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec ces partenariats, on y revient à maîtriser plus le technique pour pouvoir vendre. Enfin, c'est ma réflexion. Oui, je partage votre position. On a le sentiment que l'histoire est un éternel recommencement. Initialement, les premiers établissements d'enseignement supérieur qui ont enseigné le commerce, c'était les écoles d'ingénieurs. Les premières écoles polytechniques qui ont ouvert leurs portes dans les années 1800-1810 en Europe, en Autriche, en Hongrie et dans les pays allemands, avaient des sections d'enseignement commercial en disant aux étudiants, vous serez des industriels, vous allez produire de nouvelles machines, vous devez impérativement savoir comment les vendre. Et étonnamment, cette tradition d'enseignement commercial dans les écoles de commerce s'est perdue au milieu du 19e siècle, à la fin du 19e siècle. J'ai écrit un article là-dessus il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça revient à l'ordre du jour et je pense qu'il faut s'en réjouir. Mais les écoles de commerce aiment bien montrer leur spécificité. Au XIXe siècle, il y a des critiques qui ont dit les écoles de commerce ont des musées comme les écoles d'ingénieurs ont leurs musées, mais vu de l'extérieur, ce sont des collections qui sont identiques. On trouvait par exemple des combinés téléphoniques qui étaient exposés dans les musées industriels d'écoles d'ingénieurs et dans les musées commerciaux d'écoles de commerce. Et les responsables d'écoles de commerce ont été un peu gênés parce qu'ils ne pouvaient pas dire, comme leurs collègues enseignants dans les écoles de beaux-arts ou les écoles de médecine, il y a des objets qui sont spécifiquement commerciaux. Ils ont répondu en disant, c'est vrai, certains des objets qu'on vous expose sont aussi exposés dans les musées industriels d'écoles d'ingénieurs, mais on ne les approche pas de la même façon. Une école d'ingénieurs va vous afficher une collection de combinés téléphoniques pour vous dire voici les progrès de la science. Grâce aux travaux sur les ondes, on a pu révolutionner les moyens de communication en entreprise. Nous, dans une école de commerce, si on vous expose des combinés téléphoniques, c'est pour vous faire réfléchir sur les nouvelles modalités de travail. Avec les téléphones qui apparaissent, eh bien, les cadres vont pouvoir coordonner l'activité de collaborateurs qui sont loin et à distance. Avec les combinés téléphoniques, il y a peut-être une hiérarchisation des fonctions qui va se mettre en place. Les fonctions les plus importantes ou les plus prestigieuses seront automatiquement dotées d'un téléphone, ce qui ne sera pas le cas pour les collaborateurs qui sont en bas de l'échelle sociale. Peut-être juste en complément, parce que ce que tu dis est vrai pour le musée du management aussi. Par exemple, nous, on a une pointeuse, enfin 3 pointeuses en fait, dont une apparaît en grand en droite sur la photo qui est là, la pointeuse à cadran d'Alexander Day. Des pointeuses, on pourrait en avoir des dizaines. Hein. Si vous allez sur eBay, Le Bon Coin, ou sur Celency, etc., vous allez en trouver plein des pointeuses, mais on n'est pas un musée des arts et techniques, c'est-à-dire on n'est pas le CNAM par exemple, et donc c'est pas la collection de pointeuses en soi qui est intéressante, mais c'est plutôt une collection d'objets de contrôle ou de mesure du temps ou des choses comme ça. Hein, donc ça va tout à fait dans le sens de ce que tu dis. Et je ne sais pas si dans les documents que tu as pu consulter, il y a des choses qui commentent la politique muséale, en quelque sorte, les choix qui sont faits. Au musée du management, par exemple, un objet peut entrer à condition qu'il y ait une histoire de management à raconter autour. Par exemple, on a une lampe de contrôleur SNCF. En soi, ce n'est pas un objet de management. Sauf que c'est un rituel à la SNCF d'offrir cet objet-là, historiquement, aux personnes qui entrent. On a un boomerang, c'est pas du tout un objet de gestion, a priori, mais ça symbolise le fait qu'on a tous vécu ça. Vous êtes en réunion, vous soulevez un problème et on vous reproche de l'avoir soulevé, vous le reprenez dans la figure. Okay. Bon. Donc, du moment qu'on a une histoire de commerce à raconter à partir de l'objet, c'est un critère intéressant. Mais du coup, j'en profite pour glisser une question. Est-ce que c'est pas un peu étonnant, ou alors peut-être c'est un effet de la sélection ou de la disponibilité de l'information, mais normalement, à partir de la fin du 19e, il y a un truc qui s'appelle révolution industrielle et on devrait peut-être voir entrer dans l'exposition qu'on fait des systèmes de production, c'est-à-dire le circuit que fait la marchandise, des choses qui sont plus de l'ordre des machines ou des procédés industriels. Et certains exemples qui sont donnés ici laisse à penser que ces musées sont restés sur des formes un peu artisanales de production. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est complètement vrai. C'est l'une des causes de l'obsolescence des collections des musées. C'est le manque de budget.
les écoles de commerce exposaient en fait tout ce qu'on leur offrait gratuitement. Elles n'avaient pas les moyens d'acheter des maquettes coûteuses, et c'est ce qui a suscité beaucoup de critiques à partir de l'entre-deux-guerres, puisque les commentateurs ont dit mais il suffit qu'un commerçant vienne vous voir et vous donne des marchandises, vous les exposez avec ses coordonnées, mais derrière, vous ne vérifiez pas les informations qu'il vous a communiquées. Demain, l'un de vos diplômés veut travailler avec ce commerçant qui vous a si généreusement donné une partie de ses collections. Qui nous dit que ce commerçant est fiable ? Qu'il est honnête, qu'il est solvable, qu'il a une bonne réputation dans son pays d'origine. Idéalement, il faudrait que les musées commerciaux disposent de réseaux de correspondants à l'étranger et en France pour dire ce commerçant, il vous donne ses marchandises, ce sont des marchandises de mauvaise qualité ou qui ne sont pas vendues à ce prix-là. En fait, il n'y avait que les écoles de commerce prestigieuses qui avaient un budget suffisant qui leur permettait d'avoir des pièces exceptionnelles. Au musée d'HEC, à Paris, il y avait des rails et des locomotives à l'échelle 1/20 qui étaient exposés. Ça a coûté une fortune à la Chambre de commerce de Paris, mais dans les écoles de commerce de province, il n'y avait pas de budget pour exposer des éléments aussi impressionnants. À Tokyo et à Montréal, les écoles de commerce avaient beaucoup de budget. Elles ont pu avoir des pièces comme des maquettes de reconstitution de hauts fourneaux, mais ça n'est pas un cas qu'on peut généraliser aux écoles de commerce de province ou des colonies. D'autres questions dans la salle? J'en ai encore une en attendant que vous avez le droit de vous lever prendre un café. Oui, Guillaume. Merci beaucoup pour ta présentation, vraiment très passionnant. Donc j'avais des questions un peu similaires que celles qui ont été posées. Une question, c'est sur les étudiants, sur l'expérience des étudiants, l'expérience muséale des étudiants. Est-ce qu'on les obligeait à y aller en cours, ou est-ce qu'ils pouvaient y aller tout seuls, toute seule, ou est-ce que tu as des données là-dessus? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'était... c'est un peu, est-ce qu'il y avait un discours critique par rapport à ce qu'il présentait, ou c'était vraiment très expositoire, ou justement où les musées mettaient des notes critiques par rapport aux éléments qui étaient montrés? Et la troisième question, c'est peut-être un peu plus une question qui est... c'est plus en termes de sciences de gestion. Je voulais savoir comment toi, tu présentes l'intérêt en termes de recherche, d'étudier ces musées. Donc, il y a un intérêt historique, bien sûr, mais je me demandais si, à la fin de ta présentation, tu disais que ça permettait d'étudier certaines évolutions de management, mais peut-être pas très précis là-dessus, donc j'aurais voulu savoir quel était l'intérêt en termes de sciences de gestion d'étudier ces musées. Alors pour la première question, on a peu d'informations sur l'expérience muséale des étudiants. On sait que les étudiants ne pouvaient pas se rendre librement dans le musée. Ils devaient impérativement être accompagnés par leurs professeurs du cours de marchandises, de technologie, de chimie, de physique ou d'histoire du commerce, parce que les écoles avaient peu de budget et elles prenaient grand soin de leur collection. Elles avaient trop peur que les étudiants commettent des exactions. Donc il fallait impérativement qu'il y ait un adulte lorsque les étudiants visitaient ce musée. Ce musée, de manière exceptionnelle, pouvait aussi être ouvert à des industriels, à des personnes extérieures à l'école, à condition qu'elles aient obtenu l'accord écrit du directeur de l'école et, le cas échéant, l'autorisation de la chambre de commerce. Mais pour de futurs chantiers de recherche, j'aimerais beaucoup trouver des témoignages écrits d'étudiants. Aujourd'hui, doivent tous être... Une grande partie doivent être décédés, mais comme le musée commercial de l'HEC a fermé en 1956, il n'est pas impossible qu'il y ait encore parmi les octogénaires ou les nonagénaires d'anciens étudiants qui se souviennent de leur visite de musée. La deuxième question porte sur y avait-il un discours critique tenu dans ces musées? La réponse est non. À l'inverse, c'était des musées qui tenaient plutôt un discours idéologique, notamment lorsqu'ils exposaient des produits coloniaux. Les musées entretenaient une vision raciste et colonialiste du monde en exposant des produits
créés par les indigènes, entre guillemets, qui étaient forcément des produits très simples. C'était des statuettes en bois qui étaient grossières, où on montrait, comme à HEC Montréal, des photos montrant la cueillette manuelle des fèves de café ou de cacao. On trouvait aussi des photos de Vietnamiens collectant de manière manuelle le caoutchouc. Face à ces modalités commerciales, le musée aimait bien mettre en avant que les Occidentaux, eux, étaient capables de produire des marchandises beaucoup plus sophistiquées. Donc on mettait en avant des produits d'ébénisterie, des armes, des bijoux très sophistiqués vis-à-vis les productions dites indigènes qui étaient plus simples. Et quand les photographies montraient que les populations colonisées collectaient de manière manuelle le caoutchouc, en face, vous aviez des photos montrant que grâce à l'homme occidental, la production est devenue plus rigoureuse, plus scientifique, elle s'est mécanisée, et ça a permis d'augmenter les cadences de production et les volumes de production. Donc il n'y avait pas de discours critique, mais un discours idéologique. La dernière question porte sur quel est l'intérêt finalement de s'intéresser à ces musées. Je me suis beaucoup posé la question pendant mes études. Il se trouve que je suis passionné par les musées en général, pas uniquement les musées du commerce. Et pendant des années, je me suis dit, mais l'histoire des musées commerciaux, ça va jamais intéresser personne. En quoi ça peut intéresser des gestionnaires? Et puis, il y a quelques mois, la revue Entreprise et Histoire a publié un numéro spécial sur les liens entre management et musée. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je vais trouver l'énergie de mettre au propre le bilan de mes recherches à date. Et en faisant ce travail de réflexion, je me suis dit, finalement, ça peut intéresser les collègues gestionnaires qui travaillent sur la pédagogie. Aujourd'hui, il y a tout un courant en sciences de gestion qui s'intéresse à la matérialité en disant il ne faut pas se contenter de faire des cours ex cathedra ou trop abstraits aux étudiants. Il faut les faire travailler avec leurs mains, il faut qu'ils sollicitent tout leur sens. J'ai suivi l'année dernière une formation Lego Serious Play, ce qui fait que maintenant, dans mes cours d'histoire de la gestion, j'invite mes étudiants à manipuler des Legos. Vu de l'extérieur, ça peut sembler puéril ou un peu inapproprié, mais je vous assure qu'en sollicitant les sens autres que les sens de l'intellect, on arrive à exprimer des choses qui ne sont pas forcément toujours verbales. On arrive à se surprendre soi-même. Je pense que l'intérêt de s'intéresser à ces musées est peut-être avant tout pédagogique aujourd'hui, même s'il y a un intérêt historique pour les écoles de commerce. On pourrait imaginer que les écoles comme HEC Paris ou HEC Montréal s'intéressent à leur passé en disant oui, autrefois, nous avons fait des cours sur la colonisation. Oui, nous avons tenu des discours idéologiques qui étaient racistes et colonialistes, et on fait notre mea culpa. Ça pourrait servir le discours critique des écoles de commerce si elles sont intéressées par ce genre d'approche, ce qui n'est pas certain. On peut avoir un petit débat là-dessus. Je pense que c'est une des utilités de tes recherches. Peut-être que certains et certaines d'entre vous sont allés au musée du Quai Branly voir une exposition qui s'appelait Contre-enquête. En fait, il y a eu une expédition coloniale en 30-31 avec Michel Léris et d'autres qui a fait en gros Dakar, a traversé toute l'Afrique, d'accord, à peu près à ce niveau-là. Et ils ont rapporté un tas d'objets dans les années 30 qui ont été exposés. Je crois qu'il y avait un truc qui s'appelait l'exposition coloniale. Et la contre-enquête, c'est de réexposer ces objets, mais avec le regard critique d'aujourd'hui. D'accord ? Un peu post-colonialiste, on va dire, ou un peu beaucoup. Et là, on s'aperçoit, parce que les gens qui ont organisé l'exposition sont allés refaire le trajet, et ont rediscuté avec les petits-enfants, ou quelquefois les gens qui étaient encore pas trop vieux pour parler, et on se rend compte que les objets, d'abord, ils ont été des fois confisqués ou achetés un peu violemment, on va dire, parce que certains objets sont sacrés et ne peuvent pas avoir de valeur marchande, et encore moins être donnés en principe. Et donc, on est un peu dubitatif sur le fait que les familles aient vraiment donné certains objets rituels aussi spontanément que ça. Bon. Il y a évidemment le regard qu'on porte aujourd'hui, et dont on ne se rendait pas compte dans les années 30,
voire Tintin au Congo, etc., de cette logique coloniale, donc de dissymétrie complète, de point de vue sur les choses et de considération qu'on pouvait avoir, nous, pour ces personnes-là. Et donc, d'une certaine façon, cette mission d'apporter une contre-enquête à ce qui était fait à ce moment-là est une mission d'utilité publique qui dépasse le cadre de la gestion et du management pour entrer dans un périmètre plus large de critique de la façon dont on pensait naturel d'exposer des choses à ce moment-là. La deuxième chose, c'est qu'il y a une histoire des musées en parallèle par rapport à ça. Et comme tu l'as très bien dit, le musée, il a aussi un rôle d'émancipation, voire d'assistance à l'invention. Et on pourrait se demander, finalement, ce serait quoi la contre-enquête par rapport au musée du management tel qu'on l'a fait nous? De quelle façon est-ce que l'hégémonie anglo-saxonne sur le management, le fait que les Américains gardent plus volontiers et vendent plus volontiers les choses sur eBay quand ils les trouvent dans le grenier du grand-père, alors que nous, on a tendance à dire ça n'a aucune valeur, on jette, etc. Donc il y a un biais qui fait que, effectivement, au musée du management, on a quand même plutôt des choses qui viennent d'outre-Atlantique, même si on en a aussi pas mal qui viennent d'ailleurs, mais enfin quand même. Et finalement, quelle vision du management on transmet, nous, quand on fait la visite guidée? Les études de management ont été assez longtemps fonctionnalistes. C'est pour ça aussi qu'il y a des équipes de recherche comme MOST ici à Dauphine dans DRM, mais on partage ça plus largement, qui se disent on ne peut pas enseigner le management sans inclure une forme de critique. Voilà. Donc à mon avis, le débat il est super large et super intéressant. Et dernier point, tu as dit que effectivement les cours de physique, de chimie, de marchandises, etc. ont disparu des programmes. Les écoles de commerce, tout en s'appelant encore pour certaines écoles de commerce, sont devenues des écoles de management. Et celles qui ont changé de nom après, y compris récemment, c'est management, c'est pas commerce. Ça fait longtemps qu'on n'apprend plus à faire du commerce dans les écoles de commerce, d'une certaine façon. Et c'est à rapprocher de l'histoire du MBA aux États-Unis, fin des années 40, début 50, où on a pris des décisions finalement d'enseigner ce qui correspondait aux divisions de la grande entreprise, marketing, contrôle de gestion, comptabilité, finance, logistique, etc. Et avec des cours plus théoriques faits par des économistes ou des sociologues et autres. Enfin, c'est bien documenté, hein, ça aussi. Donc, pour contribuer encore à la réponse à la question de Guillaume, au contraire, le spectre est assez large de l'utilité d'avoir ce regard-là, à condition de le faire de façon critique ou néocritique, et puis de considérer commerce, management, et puis les évolutions de la société aujourd'hui. Finalement, si on devait refaire des expositions de marchandises aujourd'hui, on mettrait quoi? Donc la question reste absolument d'actualité, me semble-t-il. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais peut-être tu as des commentaires à faire sur mon commentaire. Et puis les jeunes, réfléchissez à quelques questions supplémentaires, vous devriez en avoir un peu quand même. C'est beau, ça. Je pas assez de micro. Merci beaucoup. C'est juste une remarque, parce que j'ai fait partie des privilégiés qui ont visité le musée de Dauphine du management, et c'est juste une remarque aussi en rebond à ce qui peut être dit tout à l'heure sur l'intérêt de tout ça. Bon, moi, je suis dans une activité professionnelle, mais quand j'ai visité ce musée du management, je trouve qu'aujourd'hui, ça donne aussi un éclairage. Je trouve on entend beaucoup aussi le devoir de mémoire. Pourquoi ça a été comme ça? Et ce devoir de mémoire pour mieux, j'allais dire, penser l'avenir. Enfin, je pense à ces jeunes qui, par exemple, aujourd'hui, je prends juste l'exemple, parce que je l'ai cité énormément, de la pointeuse, qui expliquait qu'on était payé avant à la tâche, et après, on a dû être payé au temps. Et donc, il fallait bien mesurer son temps. Et si on essaie de projeter un petit peu dans l'évolution du monde du travail aujourd'hui, les jeunes veulent être disposés de leur temps, travailler quand ils veulent, et donc plus sur des plages horaires classiques ou conventionnelles comme moi, les anciens, avons pu connaître, on va dire, le 8h, 18h. Ça veut dire qu'il faut réapprendre, et je me dis, mais peut-être qu'on va revenir à un paiement à la tâche, c'est-à-dire qu'est-ce que tu produis pour être rémunéré, et l'évolution du salariat. Et je trouve que donc ce devoir de mémoire pour mieux comprendre aussi vers quoi on se dirige, et mieux comprendre quelles pourraient être les exigences dans un monde capitaliste, malgré tout, d'aujourd'hui. Donc, voilà, je trouve que cette mise en perspective de savoir d'où on vient, pour savoir où on peut aller,
et comment on pourrait y aller en faisant conjuguer les intérêts des patrons et des employés. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et donc, moi, j'avais vraiment retenu l'histoire de la pointeuse, et je l'ai beaucoup citée. Et d'après vous, pourquoi la pointeuse a été introduite? Posez-vous les questions. Je ne sais pas si les jeunes le savent, mais j'ai donné la réponse. Mais je trouve que c'est hyper intéressant dans les revendications des jeunes aujourd'hui au travail, qui veulent la grande liberté, qui veulent travailler quand ils veulent, qui produisent ce qu'ils ont envie de produire. Et puis, il y a un moment, il y a quand même un contrôle qualité. Il y a quand même, tu es payé, tu as un salaire pour quelque chose. C'est pas que de la philanthropie, tout ça. Donc, c'est une réflexion. Ils ont visité le musée. Hein. Voilà. Je ne sais pas s'ils s'en souviennent très très bien. Oui. Je voulais répondre. Réponse, Sur la partie du discours critique, c'est vrai qu'on pourrait faire le discours critique en s'intéressant aux préoccupations immédiates de nos étudiants. Moi, j'ai pensé au passé colonial des écoles de commerce, qui est un sujet un peu touchy. Le Japon a été un pays colonisateur et le musée de l'école de commerce de Tokyo a exposé des collections qu'on ne pourrait plus exposer aujourd'hui. Il y avait des reconstitutions de scènes de plantation avec des petites figurines de 15 à 20 cm qui ressemblaient à des poupées grossières qui n'étaient pas articulées, qui étaient peintes et qui disaient voici comment doit fonctionner une plantation en Corée ou en Mandchourie. Et la manière dont les figurines étaient faites laissait clairement percevoir qu'il y avait un discours raciste qui était tenu. Il serait bienvenu un jour de faire la critique, mais je ne suis pas certain que les écoles y soient prêtes. En allant à HEC Montréal, j'étais très surpris de voir des collections de produits des colonies. Pour moi, le Canada était une colonie, le Canada n'a pas été colonisateur, donc je ne m'attendais pas à y trouver des produits du Congo belge et de Indochine française. Mais je me suis dit, en fait, on ne peut pas échapper à l'époque où on vit, même si le Canada n'était pas un pays colonisateur, l'environnement où il était colonialiste et indirectement ou pas, il y a contribué. Comme les écoles de commerce de Suisse. La Suisse est l'un des rares pays en Europe qui n'a pas eu de passé colonisateur. Et pourtant, il y a eu des Suisses qui ont travaillé au Congo belge pour avoir de la production de fèves de cacao. Et dans les écoles de commerce comme celle de Neuchâtel que j'ai exposée tout à l'heure, il y avait des cours de colonisation qui étaient donnés. Mais votre suggestion est à retenir pour moi. Je peux aussi m'intéresser aux préoccupations immédiates de nos étudiants. Le passé de la colonisation, oui, c'est intéressant d'un point de vue intellectuel et critique, mais ils ont aussi des préoccupations peut-être plus terre à terre dont il faut tenir compte. Il y a aussi une dimension... je disais, on mettrait quoi dans un musée du commerce aujourd'hui ? Il me semble que... Alors, je ne voudrais pas... avoir un biais sur le contemporain, mais il y a quand même beaucoup de débats, c'est-à-dire que si on faisait aujourd'hui une exposition sur les marchandises, il faudrait faire une exposition sur les circuits des marchandises, sur les flux optimisés globaux, sur les problèmes de logistique, de dépendance à des flux logistiques tendus, hein, on a vu pendant le Covid et autres. Et peut-être que à l'époque où il y avait ces musées commerciaux, il y avait moins de débats, d'une certaine façon. Ce serait peut-être plus compliqué, mais d'autant plus intéressant de faire une expo aujourd'hui sur les marchandises. Ça pourrait être assez subversif. On pourrait très bien imaginer une exposition temporaire au musée du management sur les musées du commerce et sur le côté invention, avoir une sorte de prototype de ce que serait un musée commercial aujourd'hui. Enfin, d'une certaine façon, c'est comme nous quand on s'est dit on va faire un musée du management, on s'est dit waouh, d'accord, et on met quoi dans un musée du management ? Là, c'est pareil. Ce serait quoi aujourd'hui un musée commercial ? Il me semble que, au moins à titre de design fiction, on va dire, ce serait super marrant d'essayer de prototyper un truc. Parce qu'on verrait bien que les questions se posent aujourd'hui assez différemment. C'est quoi le circuit du marchandise ? C'est quoi une marchandise ? On l'a fait sous quelle forme ? Elle est transformée comment ? Le digital, c'est quoi comme transformation ? Voilà, et toutes ces questions-là. D'autres questions dans la salle ?
Oui. Du coup, est-ce qu'il y a eu des réactions particulières ou des critiques de la part de ces pays colonisés vis-à-vis de ces musées commerciaux? C'est celui-là quand même, et puis voilà. À ma connaissance, non. Il n'y a jamais eu de critique des pays colonisés sur ces musées commerciaux parce qu'ils avaient une existence qui était finalement assez confidentielle. Les écoles de commerce, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, elles formaient entre 50 et 100 élèves par an au maximum. Donc il y avait peu de gens qui étaient avertis de l'existence de ces musées. Et dans les colonies, il y avait des musées qui étaient pour les élèves des écoles, mais certaines écoles étaient réservées aux enfants des colonisateurs, comme à Alger, et d'autres écoles, elles, étaient exclusivement pour les colonisés, comme à Hanoï ou à Saigon. Et je n'ai pas trouvé pour le moment de critique des contemporains, et je pense qu'il y en a forcément eu, que quand les étudiants vietnamiens allaient dans le musée commercial de Saigon, ils voyaient bien qu'il y avait un discours idéologique qui les dévalorisait. Il faudrait que je regarde du côté des sources écrites en vietnamien, peut-être. J'aurais plus de succès. C'est un autre champ de recherche pour la prochaine décennie. Tu parlais de musées commerciaux non académiques. Effectivement, il y a des entreprises qui ont des musées. Mais moi, je pensais en t'écoutant à un petit truc qu'il y avait au Technocentre de Renault qui s'appelle l'Innovation Room, où à peu près 2 fois par an, on exposait, en changeant de thème 2 fois par an, des produits innovants d'un autre secteur. Autrement dit, les gens qui allaient à la cantine au Technocentre, ils passaient devant l'Innovation Room. L'Innovation Room, ça faisait à peu près la moitié de cette salle, hein, c'était petit. Mais c'était du boulot pour les organisateurs de repérer d'autres secteurs industriels ou de services, industriels quand même majoritairement, et de montrer des marchandises, en quelque sorte, pour les ingénieurs et personnels de Renault qui pouvaient ainsi voir autre chose. Voilà, j'ai mentionné ça au passage parce que ça peut faire partie de quelques références complémentaires sur ces histoires de musées non académiques. Et je voulais ajouter une petite remarque sur le fait que moi j'ai vécu dans les années 90 à un moment donné où il se disait ici et là qu'en management, l'histoire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et ça a changé. Il y a eu un gros retour de l'histoire et de l'intérêt de l'histoire depuis, dans le monde académique, pour des raisons qu'on pourrait analyser. Et donc, on est plutôt sur un trend favorable par rapport à ça, puisque par rapport aux enjeux contemporains, c'est d'autant plus intéressant de se rappeler que l'histoire, c'est émancipateur, hein, comme c'était dit. Normalement, ça libère de connaître le passé. De plein de points de vue différents. Et donc la façon de faire visiter un musée du commerce ou du management ou quel qu'il soit, dans une perspective d'accompagner les évolutions, quand on lit l'histoire des musées, le musée social de Paris par exemple, et un tas d'autres ont cette vocation de musée non seulement d'art contemporain et pas seulement d'art du passé, mais d'assurer des transitions, de faire la promotion d'un modèle social, de donner à voir aux populations des éléments de connaissance. Donc ça fait partie aussi presque de l'université populaire, on va dire, hein, dans ce sens. Voilà, donc moi je trouve que il faut surtout pas laisser des gens dire que cette histoire de musées commerciaux c'est un truc du passé, puis voilà. Le fait de se reposer la question aujourd'hui dans le contexte actuel est super intéressant, parce que ça pose un tas de questions au-delà de la marchandise elle-même et de comment c'était. Et c'est vrai que moi, dans ma famille, il y a des gens qui ont fait HEC dans les années 50 et ils me disaient que oui, ils ont eu, en prépa, il y avait des cours de physique-chimie, en prépa, pour rentrer dans HEC. Et après, il y avait encore quelques cours quand même, mais les gens que j'ai interrogés, c'est les années 50, donc c'est les moments où ça a fermé, en fait, et ils ne se rappelaient pas avoir visité un musée commercial, peut-être que ça venait de fermer ou autre, mais voilà, ce serait intéressant de retrouver quelques témoins de l'époque quand même, s'il y a des souvenirs. Voilà, donc ça donne envie de monter des projets coopératifs, tout ça, non ? Adrien Jean-Guy, un grand merci pour ta présentation.